Table ronde numéro 7, métiers et activités liées aux données de la recherche. Qui travaille avec qui et pourquoi faire? Avec Céline Guyon à la direction de la table ronde, à qui je vais tout de suite passer la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Céline Guyon, maîtresse de conférences associée à l'ENSIB et co-responsable du parcours archives numériques en M2. Donc, cette table ronde est consacrée aux données de la recherche. Donc, on va faire un zoom sur des données qui sont les données de la recherche. On va s'intéresser aux métiers, activités liées aux données de la recherche. L'ouverture des données de la recherche suppose la mobilisation à toutes les étapes du cycle de vie, depuis la capture des données jusqu'à leur préservation, en passant par leur traitement et leur publication, la mobilisation de compétences diverses et variées. Et sur le terrain, des services d'appui à la recherche, on le verra, se sont développés. On note aussi l'intervention de multiples acteurs. Donc, quels sont les métiers et activités liés aux données de la recherche? Qui travaille avec qui et pourquoi faire? Donc, telles sont les questions que nous allons explorer au cours de cette table ronde avec quatre participantes et participants. Isabelle Blanc, qui est administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. À côté de moi, Odile Nguyen, directrice adjointe et responsable du pôle formation de Médiat Rhône-Alpes, et sa collègue Claire Toussaint, responsable pédagogique au sein de ce même pôle Médiat Rhône-Alpes. Et enfin, Romain Ferré, qui est directeur de Médias Normandie. Donc, pour ouvrir cette table ronde, je propose de commencer par un exercice de cartographie et de brosser à gros traits les activités liées à l'ouverture des données de la recherche, puisque dans un récent rapport qui s'est appuyé sur une revue de littérature et une enquête auprès de la communauté scientifique et dont Isabelle Blanc est co-autrice, il est décrit, enfin les activités liées à la recherche, aux données de la recherche, sont décrites au travers de 7 fonctions opérationnelles, plus ce que j'ai appelé une fonction stratégique. Donc voilà, ma première question, Isabelle, c'était de savoir quelles étaient ces fonctions, en quoi consistaient-elles, et puis peut-être une question subsidiaire qui m'est venue en écoutant la conférence précédente, c'était pourquoi avoir choisi de parler de fonctions et non pas d'activité ou de métier? Merci Céline, merci à l'ENSIB pour l'invitation. Et peut-être en guise d'introduction, pourquoi on a voulu faire en fait ce rapport, puisque dans le contexte effectivement des activités que je mène au niveau du ministère, et justement de comment accompagner finalement l'ensemble des équipes de recherche dans une gestion responsable, maîtrisée des données pour que celles-ci puissent être réutilisables. Finalement, c'était comment les équipes de recherche ne se retrouvent pas seules face à cette question. Ça consiste en quoi d'avoir effectivement une gestion de données réutilisables. Et il s'agit évidemment d'un vrai travail scientifique complémentaire, même si aujourd'hui les données ne sont plus considérées comme un sous-produit effectivement de la recherche, mais comme une production à part entière. Ça nécessite un vrai travail pour assurer la durabilité, la réutilisation et l'interprétation correcte des données de recherche dans le temps. Et peut-être, au-delà de dire que c'est un travail complémentaire, peut-être je reviendrai très rapidement sur la définition clé de ce que sont les données de recherche. Parce qu'en ce matin, il y avait une conférence sur les données de recherche, effectivement, dans un contexte de bibliothèque. Mais les données de recherche, elles ont été définies dans un certain nombre de cadres internationaux. Et on parle bien des enregistrements, qui soient des enregistrements bruts ou traités, de faits, de chiffres, d'images, de sons,
Mais ça peut être aussi des objets physiques qui sont collectés. Et en tout cas, c'est la matière première nécessaire pour finalement conduire une investigation scientifique. Et c'est avant tout ce qui va constituer la preuve de la connaissance scientifique. Donc en fait, ces données, à partir du moment où on veut parler d'intégrité scientifique, dans la production d'une connaissance, de résultats, on a besoin de pouvoir revenir à ces données. Mais c'est surtout ce qui est produit au sein du laboratoire. Et donc, ce sont bien les équipes de recherche, enfin, du laboratoire, de l'unité de recherche, de l'équipe de recherche, ce sont bien les équipes qui ont en charge effectivement ce travail scientifique. Et on va parler aussi bien de données, si je donne quelques exemples, de relevés de capteurs climatiques, de données de séquençage génomique, d'imagerie médicale, de transcription d'entretien de sociologie, de résultats d'expériences de laboratoire. Et encore, ce ne sont que quelques exemples. Il y en a. Et donc, c'est effectivement éminemment disciplinaire centré et thématique de recherche centrée. Donc, en fait, un accompagnement de ces équipes de recherche dépend effectivement de la nature des données produites, de cadres dans lesquels, le cadre contractuel dans lequel elle est produite, du cadre éthique dans lequel elle est produite, de savoir si c'est des données effectivement sensibles ou pas sensibles, etc. Et puis, on a les métadonnées. Vous allez tous me dire, bon, on sait très bien ce que sont les métadonnées. On est d'accord, ce sont les données sur les données, ce qui va permettre de fournir une information contextuelle. Aujourd'hui, une donnée, je me permets quand même ce point, si, je ne sais pas combien, il fait 8 degrés aujourd'hui, mais disons qu'il fait 25 degrés aujourd'hui et qu'il fait 25. Je vous dis 25, c'est la donnée. Degrés Celsius, ce sera un début d'information, de dire que c'est à Lyon et que c'est le 18 novembre. Ça devient une information, et ce qui va devenir la connaissance, c'est bien l'acquis et l'expérience qui se dira, ah oui, s'il fait 25 degrés un 18 novembre à Lyon, voilà, on est peut-être en train de... Voilà, là, on repère un phénomène et on commence à pouvoir faire l'interprétation liée à la donnée qui a été observée. Et donc, c'est toutes les métadonnées que j'ai décrites les unes après les autres autour de mon 25, c'est bien ce qui va permettre effectivement la compréhension et ensuite la découverte des données et l'interopérabilité. Parce que quand je parle de Lyon, ce sera une information GPS. Quand je parle de degrés Celsius, c'est une information aussi qui est standardisée. Et c'est tout ça que sont ces métadonnées standardisées qui vont être propres au domaine disciplinaire. Là, je vous ai pris des données climatiques et donc avec une information qui est un standard de mesure et des standards de géolocalisation. Mais ça peut être dans chacune des disciplines. Et donc, on voit bien que même ces métadonnées, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui peuvent les appliquer, et donc d'où ce travail scientifique, et qu'on a en plus effectivement les métadonnées documentaires gérées effectivement très souvent par justement vos métiers, les métiers des bibliothèques, où là on sera plus sur le producteur, la date de création du jeu de données, la version, mais aussi les licences d'utilisation, les formats des fichiers, les tailles, etc. Et donc, c'est là qu'on commence à voir déjà ce qui était dit précédemment, ce qui était dit dans la matinée, le fait qu'il y a déjà plusieurs métiers qui sont intervenus. Les collègues qui sont effectivement dans l'équipe de recherche et les collègues qui vont être dans des services beaucoup plus centraux au sein des bibliothèques. Et donc, évidemment, tout au long du cycle de vie des données, qui était effectivement rappelé par Céline en introduction, ce que l'on a fait, c'est à partir de la revue de littérature, de repositionner effectivement l'ensemble des activités qui étaient référencées à un moment du cycle de vie des données. Il y a quand même un consensus dans la littérature, même si c'est effectivement décrit de façon différente. Et lorsqu'on a fait l'enquête quantitative auprès de collègues, finalement, essentiellement de notre communauté ESR, où on a eu des collègues de différents endroits et de différentes disciplines qui ont pu, et de différents métiers qui ont répondu, c'était à partir, effectivement, leur demander où est-ce qu'ils intervenaient, à quel moment du cycle de vie des données, et ce qu'ils y faisaient de précis. Et puis, c'est à partir de là qu'on a pu synthétiser et caractériser les 7 fonctions clés. Et si on parle de fonctions, c'est bien parce qu'on se rend compte que souvent, c'est un collègue, mais c'était dit juste avant, au sein du laboratoire, le chercheur, souvent, il fait tout. C'est-à-dire il va assurer la collecte, il va assurer la curation des données, il va assurer le stockage de ces données, puis après, il va faire l'analyse, le traitement, jusqu'à arriver finalement à la production de connaissances et les données qui sont des données validées, qui ensuite vont pouvoir être effectivement décrites par des métadonnées documentaires, puis déposées sur un trempeux de données pour être réutilisées par d'autres. Après, ça peut être quelqu'un d'autre que lui qui le fait. Mais on voit que effectivement, ça peut être une seule personne ou plusieurs personnes et une alliance de métiers. Et en tout cas, l'alliance de métiers que l'on observe effectivement le plus souvent, c'est effectivement
des scientifiques, ça je le mets de façon très globale, donc ingénieurs, chercheurs, voire techniciens, mais qui sont dans l'environnement scientifique, des collègues des bibliothèques et évidemment des métiers de l'informatique, puisqu'à un moment donné, il y a quand même bien effectivement des constructions de logiciels ou de mise en place de calculs qui permettent effectivement le travail effectivement sur ces données et le traitement de ces données. Donc on a bien la phase de collecte et de création, une phase de traitement et d'analyse et une phase de diffusion et de préservation. Et c'est sur ces 3 phases que l'on a qualifié les 6 grandes fonctions. Et comme je vous le disais, on est sorti de métier pour parler de fonctions, parce qu'on voyait dans la littérature les data librarians, les data analystes, les data, etc. Mais à partir du moment où une seule personne l'utilise, on ne voulait pas poser des éléments qui pourraient être vus comme un cadre de référence à un moment donné, comme un référentiel métier. Et ce que l'on cherche à faire, c'est qu'en fait, tout ce travail qui est fait sur les données, c'est un travail invisible pour lequel il n'y a pas de reconnaissance pour le chercheur ou tous les collègues qui conduisent ce travail, alors que finalement, ils permettent de développer un actif stratégique à part entière, à côté des publications, mais là, que sont les données de la recherche. Donc pour ça, on avait besoin aussi de cette reconnaissance, donc à la fois pour pouvoir reconnaître ces collègues par rapport à leurs activités, on avait besoin d'écrire la fonction, et donc peut-être pour ne pas rentrer dans le détail, Céline, et laisser la parole à chacun, peut-être qu'on reviendra après sur la liste des métiers, enfin des fonctions, pardon, si ça convient comme ça. L'idée était bien de pouvoir décrire à la fois la fonction, donc ce qu'elle faisait, et donc les activités, je dirais, conduites par cette fonction, et les métiers finalement qui, aujourd'hui, conduisaient cette activité. Et on peut avoir effectivement 3 métiers d'origine différente, par exemple, qui peuvent conduire un type d'activité, le type d'activité d'une fonction à part entière. Merci beaucoup. Je retiens l'expression d'alliance des métiers. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Justement, derrière ces fonctions se cache finalement une diversité d'activités, d'intervenants et de profils. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être d'aller voir ce qu'il en est sur le terrain. Parce que côté Médiate Rhône-Alpes, vous avez réalisé il y a quelques années une enquête sur les activités et compétences des personnels des catégories C et B en BU. Donc justement, quels sont les résultats et aussi les enseignements de cette enquête, notamment du point de vue du prisme qui est le nôtre aujourd'hui des données de la recherche. Je vous laisse la parole à toutes les deux. En effet, à Médiate Rhône-Alpes, on a mené une enquête entre 2015 et 2019. Donc elle n'avait pas du tout une orientation sur les données de la recherche, c'était vraiment plus global. On cherchait à identifier quels étaient les métiers et activités assurés par les personnels de catégorie B et C en BU. C'est une enquête qui s'est déployée au départ sur un niveau régional, puisque le périmètre de Médiate Rhône-Alpes, c'est Rhône-Alpin. Et ensuite, on l'a déclinée au niveau national en s'appuyant sur le réseau des CRFCB. En termes de méthodologie, on s'est d'emblée positionné en dehors des référentiels, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti des référentiels métiers, on a construit notre enquête à partir de la réalité des activités qui étaient exercées en bibliothèque, donc en rencontrant des professionnels pour construire ensemble le questionnaire. Et ensuite, on a passé ce questionnaire, donc d'abord un questionnaire en ligne, auprès de l'ensemble des personnels de bibliothèques universitaires. Au niveau du questionnaire en ligne, on a recueilli 1114 réponses de personnel de catégorie C et 627 réponses de personnel de catégorie B. Et on a souhaité enrichir ces résultats avec des ateliers. Donc on a mené des ateliers dans des bibliothèques sur l'ensemble du territoire français qui nous ont permis de recueillir les retours plus qualitatifs de 82 professionnels.
et des entretiens individuels, dont 2 qu'on avait ciblés sur des professionnels qui travaillaient sur les données de la recherche, puisque c'était une activité qu'on avait identifiée à l'époque. Je vous rappelle, c'était entre 2015 et 2019. Donc je pense que les ateliers, c'était à peu près autour de 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'était une activité qu'on avait identifiée comme émergente, avec beaucoup de questionnements sur ce qui se cachait derrière cette activité. Au niveau des chiffres, ce qu'on a repéré, c'est qu'il y avait à cette époque-là, je pense que ça a sûrement évolué, 14% des magasiniers qui ont répondu à l'enquête et 22% des agents de catégorie B qui ont répondu à l'enquête, qui intervenaient dans le circuit des thèses, qui est l'activité qui était la plus proche finalement, puisqu'à l'époque, tout ce qui était, la majorité des activités qui étaient en lien avec les données de la recherche étaient souvent rattachées au service des thèses en fait, dans les BU. Et au niveau plus précis, puisqu'on avait une question qui permettait d'aller sur un niveau de granularité un petit peu plus précis, les activités qui étaient associées étaient principalement des activités de formation et des activités d'accompagnement au dépôt dans Halle. Je te laisse poursuivre. Voilà, on a continué donc cette enquête avec des ateliers. Et et des ateliers, des interviews. Et en fait, dans le cadre de ces interviews, surtout, on a vu qu'apparaissaient 3 fonctions particulières. L'accompagnement au dépôt dans Halle, des conseils juridiques et stratégies de publication, ce qui n'est pas sans poser problème et difficulté aux collègues, parce que souvent, en fait, elles sont confrontées, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, en fait, sont confrontées à des questions juridiques pointues, et avec, surtout en catégorie B, avec des difficultés à répondre en direct parfois aux chercheurs aux doctorants qui veulent publier, et l'accompagnement à la gestion des données de la recherche. Et donc on avait travaillé donc en grand pan d'activité. C'est pour ça qu'on a d'un côté la formation des doctorants, la participation au circuit des thèses, et on a identifié un peu les compétences qui accompagnaient la réalisation de ces activités. Et on a identifié à la fois des compétences techniques qui paraissent évidentes et qui finalement ne sont pas les plus difficiles à acquérir. Je pense qu'on en reparlera après. C'est pas la plus grande difficulté. Donc des compétences techniques qui peuvent être transversales à la gestion, à la production d'autres types de données comme des données bibliographiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est plutôt les compétences relationnelles, comportementales. Comment on échange avec quelqu'un qui n'est pas du même univers professionnel. Comment on fait sa place dans un labo. Comment on discute avec des chercheurs quand on ne connaît pas tellement le monde de la recherche. Donc c'est un monde nouveau à connaître. Et d'autant plus quand on ne se sent pas légitime soi-même sur ce terrain-là, parce que en fait, dans les services d'appui à la recherche, qui se constituent de mieux en mieux, qui sont de plus en plus organisés, très peu de gens ont fait de la recherche. En fait, en général, c'est la personne qui est responsable du département d'appui à la recherche, qui est conservateur, qui a parfois fait une thèse, mais pas toujours, et donc qui connaît un peu mieux ce monde-là. Les personnels de catégorie B qu'on avait interrogés n'ont pas ce bagage, on va dire, universitaire-là, et du coup se sentent difficilement légitimes. Et alors qu'en fait, on va y revenir, mais la légitimité, elle n'est pas tellement sur le bagage universitaire, mais sur le côté documentation, bibliothèque et traitement des données du côté bibliothèque, en fait. Voilà. Et puis donc des compétences d'adaptabilité et des compétences qui s'appuient aussi beaucoup sur la veille, parce qu'en fait, c'est des compétences qui sont en évolution permanente, qui demandent un investissement énorme et qui font souvent peur aux collègues, parce que c'est un engagement qui est fort. On avait questionné aussi les motivations. On peut peut-être conclure là-dessus. Alors en termes de motivation, ce qu'on avait identifié, c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on retrouve sur d'autres activités. Il y avait le sentiment d'utilité qui est très partagé dans la fonction publique. Tout ce qui est en lien avec l'idée de service public et de rendre service à la communauté universitaire. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir en tête ces motivations par rapport justement à ce que disait Odile juste avant sur les compétences relationnelles qui sont vraiment importantes à développer sur ces activités.
J'ajouterais juste une petite autre chose, c'est que dans le cadre de l'association La DBU, je copilote un groupe de travail justement qui a mis en place le dictionnaire des compétences dans les bibliothèques de l'ESR. Et donc on a travaillé un peu différemment. On est parti de référence 3. Et donc on a abouti à tout un ensemble de compétences autour de l'appui à la recherche. Et là, on a travaillé avec la commission recherche de la DBU et on a développé d'autres compétences. On a mis en évidence d'autres compétences, mais il a fallu réduire beaucoup, en fait, quand on a commencé à travailler avec la commission métier. On était autour de 110 compétences. En fait, c'était énorme. Ça se mélangeait. En fait, on partait des activités et les compétences que ça demandait. On a réussi à réduire à 22 compétences, mais en fait, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a plein d'activités connexes. Tout ce qui est formation des usagers, on va le mettre ailleurs. Quand on parle de bibliothèque numérique, il y a quand même aussi une question de politique documentaire, on va le mettre ailleurs. Mais tout est lié, en fait, dans les bibliothèques, et d'où la difficulté à se positionner pour les personnels, notamment en BSC, je pense. Donc, je participe à l'appui à la recherche, même quand je ne suis pas dans le service d'appui à la recherche. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste me permettre de réagir par rapport notamment à ce qu'a présenté Isabelle. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le rapport de Anne et Isabelle, c'est que souvent, ça fait 10 ans à peu près que je travaille sur la question des données de recherche en bibliothèque, et on est souvent parti, et quand je dis on, c'est vrai pour les bibliothèques, mais c'est vrai pour d'autres acteurs comme les archivistes ou les directions recherche, plutôt du point de vue filière, de se dire qu'est-ce que nous, on peut faire sur la gestion des données, quelle place ça vient prendre dans le reste de nos activités. Et je trouve que le rapport, là où il est intéressant, c'est qu'il vient plutôt dans une logique plus usagée et cycle de vie de la donnée, de se dire, voilà, à travers la question des fonctions, en fait, de quoi ont besoin derrière les collègues dans les différentes étapes de la donnée. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et du coup, de mon côté, donc, le CRFCB que je dirige, Média Normandie, il est embarqué dans l'atelier de la donnée en Normandie. Et du coup, la question, moi, que je me suis posée en lisant le rapport, ça a été, en fait, à partir du travail de conceptualisation qu'ont fait Anne et Isabelle sur la base de leurs enquêtes, derrière, quelle application possible sur le terrain, dans le cadre là, normand, notamment nous, puisque ça correspond au cadre de l'atelier de la donnée en Normandie, et de se demander, est-ce que sur les 7 fonctions qui sont identifiées dans le rapport, est-ce qu'on est capable d'identifier des personnes derrière. Il y a eu le travail sur les personas fait dans le rapport, mais derrière, concrètement, des personnes et où se trouvent ces fonctions-là. C'est-à-dire que certaines se trouvent dans les services communs ou centraux, mais en fait, quand on regarde, si on prend les choses dans l'ordre dans lequel, dans l'ordre du cycle de vie de la donnée et dans l'ordre dans lequel les choses sont présentées dans le rapport, les premières étapes, en fait, globalement, elles se font, comme l'a dit Isabelle, beaucoup dans les unités de recherche, dans le laboratoire, dans les équipes, etc. Et c'est justement à cette échelle-là que les différents acteurs, notamment les bibliothèques universitaires, n'identifient pas forcément facilement les personnes support qui, par ailleurs, peuvent avoir des échelles d'intervention qui parfois sont très localisées, alors que leur expertise, en réalité, pourrait tout à fait être utile dans d'autres cadres, ou en tout cas, même si c'est au moins à minima pour être mobilisable ponctuellement. Voilà. Et après, c'est que sur le regard filière, moi, dans les questions, mais qu'on va pouvoir aborder aussi, il y a un certain nombre de questions qui m'interrogent. C'est notamment le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même des fonctions qui sont énormément mobilisées, sur lesquelles on mobilise vraiment de très loin beaucoup plus d'agents de catégorie A que B ou C notamment. Donc ça, je pense que c'est un sujet. Il y a également la question aussi autour des filières ITRF qui sont mobilisées au sein des bibliothèques. On voit qu'il y a de plus en plus, il y a une enquête de la DBU qui a été publiée là, cette année, qui montre qu'il y a plus de la moitié du temps de travail mobilisé dans les bibliothèques universitaires qui sont le fait de personnel ITRF. Mais voilà, avec des BAP derrière qui sont relativement éclatés, alors essentiellement de la BAPF, mais pas que. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui peut interroger également. Et peut-être, Céline, si je rentre dans le détail et je te réponds en même temps, Romain, c'est certain, on devrait le mettre en annexe à un moment donné, puisqu'il y a eu donc une enquête sur la base, comme je vous le disais tout à l'heure, du cycle de vie, et bien en décrivant ce qui se passait à chaque étape du cycle de vie de la donnée, en s'appuyant sur la revue de littérature. L'enquête a porté, il y a eu 1500, j'ai plus le résultat sous les yeux, 1565 répondants à l'enquête.
et on a dans les 1565 répondants, 45% sont des chercheurs et des enseignants-chercheurs. 19% sont des informaticiens, statisticiens, calculs scientifiques. Et en fait, il y a donc les collègues, je dirais, bibliothèque, s'étant déclarés comme personnel de bibliothèque, 5%. Et 8% se déclarant en information, documentation, médiation, édition. Donc en fait, si on le regroupe à peu près les 13%, et aussi des collègues qui sont positionnés plus sur une discipline en fait, en sciences humaines et sociales. Donc là aussi, on sait que ce sont des collègues proches des bibliothèques. Et ensuite, ce sont 3% gestion du pilotage, du partenariat, des affaires juridiques, puisqu'en fait, ils sont aussi sollicités tout au long du cycle de vie des données. Et donc, on regarde effectivement ces chiffres, et c'est ce qui nous a permis de caractériser qui faisait tel et tel emploi à tel moment du cycle de vie de la donnée, parce qu'après, par métier, ils se sont, enfin voilà, leur métier principal, je dirais, ou ceux sur lesquels ils sont recrutés, sont positionnés à quel niveau ils intervenaient sur le cycle de vie des données. On a eu tous les domaines disciplinaires présents en France de recherche qui ont répondu. Et on voit que principalement, les parties sur lesquelles du cycle de vie des données les collègues interviennent, ce sont dans la collecte, la création, le stockage, le nettoyage des données, l'analyse, le traitement et le calcul. Et ensuite, ils interviennent sur planification et accompagnement au plan de gestion des données, tout ce qui va être en fait la préparation au dépôt des données, le dépôt des données lui-même sur un entrepôt pour partage ou ouverture, et évidemment le partage ou l'ouverture. Donc c'est là qu'on voit bien effectivement toute cette palette effectivement d'acteurs, et comme tu le disais, principalement au sein du laboratoire, puisque c'est la production même du chercheur que de produire les données de recherche. Je me permets par rapport à l'enquête que vous avez faite, et on l'entend très souvent, c'est que finalement, en fait, beaucoup de collègues dans les bibliothèques, ce qui constitue la donnée de la bibliothèque, c'est la métadonnée d'une production scientifique. Et souvent, en fait, il y a finalement ce côté un peu polysémique du terme donnée, qui fait qu'en parlant des métadonnées de production scientifique, ça devient les données de recherche, mais parce que pour certains collègues, ce sont les données de recherche, c'est ceux sur lesquels ils travaillent. Et là, on parlait vraiment de ce qui est produit directement par le laboratoire, etc. Et donc, si j'en reviens finalement aux fonctions qui ont été caractérisées, et en ayant demandé dans cette enquête statistique, il a fait des entretiens pour voir d'où venait, quel était le métier d'origine des collègues. C'est ce qui nous a permis effectivement d'identifier, et aussi par rapport à la littérature, d'identifier les fonctions clés. Donc il y a des fonctions qui sont celles effectivement je dirais la plus amont du cycle de vie des données, qui sont celles finalement de la préparation des données, c'est-à-dire le moment de collecte des données jusqu'à leur préparation pour qu'elles soient finalement analysées et servir à la production de connaissances. Donc le premier métier qu'on rencontre, c'est le métier de curateur des données, parce qu'en fait, ce métier de curateur des données, il est bien au sein du laboratoire. Souvent, c'est pour ça qu'on a introduit le métier de curation des métadonnées, et là, c'est celui qui est le spécialiste de la fiabilité, de la traçabilité des données. Il collecte, il nettoie, il formate, il normalise par rapport à un certain nombre effectivement de vocabulaire contrôlé du domaine disciplinaire, et il va garantir petit à petit la fiabilité scientifique de la donnée. Je suis assez d'accord avec ce que disait hier Samuel Gotha. Il parlait plus de fiabilité que de qualité. C'est compliqué de parler d'une qualité de donnée, alors une fiabilité, c'est-à-dire de dire elle est traçable et elle est fiable et elle sera fiable dans le temps, et on garantit qu'elle est fiable par rapport à effectivement l'instrument qu'il a produit ou autre. Et donc c'est bien ce travail très très rigoureux de méthode de tri de codification selon des standards disciplinaires qui et ce métier de curation des données. Et on a pu observer effectivement selon les disciplines, donc c'est les chercheurs eux-mêmes qui le font, enfin les collègues scientifiques dans le laboratoire, et donc ce sont soit leur domaine d'origine, ils vont être scientifiques à l'origine, ils ont une formation scientifique, souvent dans le domaine et spécialistes, et finalement ils ont acquis les bonnes pratiques qui sont celles du métier des bibliothèques classiques. Et on a aussi des collègues dans des domaines scientifiques très avancés justement sur le partage des données. Donc on l'a par exemple sur les données astronomiques ou les données environnementales. On a des collègues venant effectivement des filières de la documentation, des filières des bibliothèques, qui eux finalement sont arrivés avec cette compétence sur justement cette gestion rigoureuse de la donnée.
et qui petit à petit sont devenus des spécialistes finalement du domaine scientifique. Collègues en témoignent par exemple au Centre de données astronomiques de Strasbourg, en disant ils sont presque autant astronomes que nous parce qu'ils sont capables effectivement d'interpréter effectivement plus facilement et plus rapidement que nous certaines données parce qu'ils ont l'habitude effectivement de passer leur temps à les qualifier. Donc on voit qu'on a les deux origines possibles. C'est globalement, ça se fait dans la science et c'est dans les communautés très avancées finalement, ils n'ont plus une science de la paillasse, mais une science des données. Et quand ils ont une science des données, finalement, il y a les spécialistes des données et de cette structuration des données qui peuvent aussi devenir après spécialistes du domaine disciplinaire, ce qui montre aussi qu'il peut y avoir des transferts et est-ce qu'on peut parler et des évolutions de métiers. D'hybridation des métiers ou dans ce cadre-là ? Dans ce cadre-là, oui. Je trouve que c'est le bon qualificatif, effectivement, cette hybridation des métiers. Et pour revenir sur le volet alliance, dans cette partie de préparation en fait, des données, à côté du curateur, enfin du data curateur ou de la curation des données, c'est pour ça qu'on a parlé de fonctions, on n'a pas voulu donner des noms de métiers, parce qu'autrement on se heurte à tous les référentiels qui existent en France. On a les collègues qui font de l'ingénierie des données, qui là sont des profils informaticiens, et qui vont concevoir effectivement et maintenir les infrastructures et les logiciels qui permettent le développement de pipeline, d'aligner effectivement ou nettoyer des données et de produire les systèmes qui vont permettre finalement de structurer ces données dans des bases de données ou autres, pour après servir à la deuxième étape qui est celle de l'analyse et de la science des données, c'est pour produire de la connaissance, où là on va avoir des profils beaucoup plus de chercheurs ou de sciences de données et donc souvent de chercheurs en IA, en machine learning ou autres qui vont être capables de faire une exploration computationnelle, de la prédiction, etc. Et aussi une partie d'analyse de données avec des statisticiens plus classiques. Et dans la troisième phase, effectivement, du cycle de vie, c'est-à-dire celle de la diffusion et de la préservation des données. C'est là qu'on retrouve des métiers beaucoup plus classiques de documentation des données, qui font à la fois la sensibilisation aussi des équipes, ce que vous évoquiez également, sensibilisent les équipes justement à une bonne gestion des données, comment les gérer, etc. Ils accompagnent souvent en amont du cycle de vie ou avant que celui-ci démarre, à justement comment développer, renseigner un plan de gestion des données. Mais ce n'est pas le renseigner pour le renseigner, c'est pour que ça devienne un vrai outil pour une bonne gestion des données. Et c'est là qu'on retrouve les bibliothèques de la donnée ou le data librarian tel qu'il est décrit dans la littérature, bien évidemment, et qui vont accompagner à la gestion et au partage, mais souvent en prenant à leur charge justement la description par les données, je dirais, beaucoup plus documentaires ou administratives pour quelles sont les bonnes les licences à appliquer et question de préciser effectivement le contexte en termes de version, d'établissement, de producteurs, etc. et de réutilisation des données. Et c'est là qu'on a fait apparaître le métier aussi de curateur des métadonnées documentaires, parce que finalement dans tous les dispositifs qui sont des entrepôts de partage ou d'ouverture, une fois que le chercheur a déposé, en fait, il va y avoir là pas une curation de la donnée, mais de la métadonnée pour être sûr que la métadonnée soit juste, parce qu'il est important justement d'être sûr que c'est conforme aux standards tels que le Blinkor ou DataCite, notamment que c'est la bonne version du jeu de données, etc., etc. Et je parlais, en introduction, je parlais d'une 7e fonction finalement plus stratégique parce qu'on voit la multiplicité et l'alliance des métiers à faire converger, à travailler ensemble. Donc, et ce qui fait écho aussi avec les thématiques de la Biennale, c'est la question de la gouvernance. Et la question de la gouvernance, c'est de la maîtrise finalement de l'ensemble du cycle de vie des données de la recherche pour faire converger l'ensemble des acteurs autour des données de la recherche en vue de l'ouverture des données. Ce qui pose aussi la question, peut-être Romain pour commencer, sur comment finalement mieux accompagner aussi en termes de formation, de montée en compétences sur le terrain, les acteurs dans l'ouverture et la gestion des données de la recherche. Oui, alors moi je peux peut-être partir déjà du cas normand. Donc nous, dans la mesure où on est embarqué dans l'atelier de la donnée, l'idée c'est vraiment
que le CRFCB contribue aussi à cimenter le collectif de travail, parce que c'est un peu l'émergence, là, des ateliers de la donnée, ça a permis de formaliser des collectifs de travail interprofessionnels qui existaient parfois de manière informelle et parfois pas du tout. Il y avait, je pense, il y a quelques années, quand même très très peu d'établissements qui avaient vraiment réussi à formaliser ce genre de collectif de travail. Nous, la manière dont on y travaille en Normandie, ça passe à deux niveaux. Je parle souvent, nous, on essaye d'articuler prospective et opérationnalisation. Donc toute la partie prospective, c'est le fait souvent de proposer un certain nombre de retours d'expérience avec des établissements pionniers. Et généralement, ça se fait sous forme de visio. Et l'objectif, c'est de toucher à la fois des personnels de bibliothèque, mais aussi des personnels sur d'autres fonctions support, généralement à des niveaux direction, donc par exemple direction recherche, voire gouvernance dans certains cas. Et ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir un peu, quand vous arrivez au restaurant, vous commencez par prendre la carte, le menu, de vous dire, voilà, c'est ça l'étendue des possibles. On ne pourra pas tout faire tout de suite, mais au moins déjà, on connaît les possibles. Et du coup, l'objectif là, c'est aussi de faciliter l'ouverture du dialogue en interne dans les établissements entre les différents services et puis entre CD et puis gouvernance. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase. Donc là, la prospective, on est plutôt dans les logiques aussi, au moment où on est amené à produire des projets de services notamment. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est plus une logique d'opérationnalisation, où là, pour le coup, on n'a plus du tout les gouvernances dans le public cible, mais on aura plutôt les personnels qui sont sur le terrain. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller toucher des personnes qui sont pas que en SCD. Donc l'atelier de la donnée en Normandie, c'est 22 personnes, dont la moitié ne sont pas en bibliothèque. Donc j'ai fait le compte avant de venir. Sur les 22, au final, il y en a 17 qu'on a été amené à former au cours des dernières années. Nous, dans les dispositifs qui marchent bien, on fait ça fait 4 ans là, et ce sera la 5e itération en septembre prochain, qu'on est amené à faire une journée de formation des formateurs de l'atelier de la donnée, où l'objectif en fait c'est de venir tester un dispositif et d'échanger sur un dispositif de formation avec quelqu'un qui apporte un regard extérieur, donc généralement un collègue d'un établissement un peu pionnier sur le sujet. Donc on a eu l'INRAE, on a eu des collègues de l'Université de Lille, l'Université Paris-Cité. Et donc l'objectif c'est de pouvoir profiter de ces journées pour faire travailler les collègues en réseau et être un des espaces de collaboration. Donc ça c'est important. Et là, on est en train d'organiser au mois de mars la venue de Anne Laurent, justement pour présenter le rapport qui a été co-rédigé avec Isabelle. Et l'idée c'est aussi de faire une journée où du coup il y a un deuxième temps dans le cadre duquel l'idée ce sera de faire dialoguer les collègues qui seront là pour essayer d'identifier en gros par rapport à ce qui a été conceptualisé, qui se trouve où, et puis essayer d'identifier les trous dans la raquette en articulant aussi les différentes échelles. C'est-à-dire que nous, là, il y a une échelle régionale, donc avec 3 établissements principaux, les 3 universités normandes, mais après, il y a des échelles aussi, établissement par établissement. C'est quand même, au final, même s'il y a une logique de guichet unique sur une partie de l'appui à la gestion des données, la réalité, c'est qu'après, notamment sur les premières étapes, les choses se font à une échelle plus locale, institutionnelle, voire infra-institutionnelle, à l'échelle des unités de recherche. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Et après, moi, j'ai également à cœur de maintenir une offre de formation de niveau sensibilisation, parce que je pense qu'il y a un vrai risque aussi, là, si on parle plutôt vraiment côté filière, côté bibliothèque, à ce qu'il y ait une forme de découplage en fait, entre certaines activités au sein des bibliothèques, avec des spécialisations qui sont tendance à se renforcer, voire à se multiplier. Et puis le reste des activités qui, même si elles évoluent, en tout cas peuvent paraître de plus en plus éloignées. Donc nous, on essaye de maintenir régulièrement des formations assez courtes, qui permettent aux collègues aussi de rester informés sur les différents sujets, notamment les données de recherche, et sur que font les bibliothèques en général, et en particulier que fait ma bibliothèque sur cette question-là, pour ne pas se retrouver avec des équipes ensuite qui sinon sont quasiment incapables de dialoguer. Donc ça, c'est vrai que c'est des points importants. Et après, au niveau national, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées sur les pratiques de formation. Et c'est que ce qu'on constate souvent, c'est le fort recours à l'auto-formation, le fait aussi qu'il y a une très forte fluidité aussi bien des acteurs de formation que des pratiques de formation de la part des collègues. Et donc c'est là où moi, en tant que CRFCB, en tout cas, l'idée c'est vraiment de travailler très finement avec les collègues là, qui sont impliqués dans la suite de la donnée,
pour venir un peu combler les trous et être en dialogue vraiment avec la conception de l'offre de service des collègues. C'est là que se trouve la plus-value par rapport à d'autres offres, et ça n'empêche pas ensuite que les collègues aillent piocher à droite à gauche par rapport à ce qui peut exister ailleurs. On parlait de l'alliance des métiers, mais il y a aussi l'alliance des organismes de formation, je ne sais pas comment on l'appelait, mais vous disiez à venir piocher, c'est-à-dire qu'il faut aussi une forme pour avoir un catalogue de services qui soit collectif et commun, et non pas par structure de formation, mais plutôt du point de vue des activités liées au cycle de vie de la donnée. Donc je voudrais, pour conclure, vous revenir sur deux éléments qui ont été évoqués, qui sont sans doute liés, la question de l'invisibilité du travail des données. Isabelle, tu évoquais au travers de l'exemple des chercheurs, mais aussi sans doute de tout. Voilà, c'est aussi le cas chez les personnels de bibliothèque, notamment, et en écho peut-être à cette invisibilité, la question de la légitimité de ces activités liées aux données de la recherche et à l'ouverture des données de la recherche. Et pour finalement s'interroger et revenir aux 7 fonctions qu'on a évoquées, qui me semble viennent contribuer à définir un cadre commun finalement, et dans quelle mesure ce cadre commun pourrait participer à la visibilité et à la reconnaissance des métiers liés à l'accompagnement, à l'ouverture des données de la recherche. Donc peut-être que si vous voulez, je peux vous donner la parole à chacune et à chacun pour conclure sur ce sujet-là de la légitimité, de la reconnaissance des métiers liés aux activités d'ouverture des données de recherche. Alors sur la reconnaissance des métiers, on a en tout cas cette légitimité, on a un regard à Médiate Rhône-Alpes qui est un peu, c'est une chance aussi de pouvoir préparer les candidats pour les oraux de concours. Ces dernières années, on a vraiment vu émerger, en particulier pour tout ce qui était les concours de catégorie B, dans la dernière partie de leurs exposés, sur leur motivation pour obtenir ce concours ou réussir ce qui s'apparente à une promotion, en tout cas, des motivations autour de ces postes liés aux données de la recherche. On peut l'interpréter de deux façons. Soit on peut se dire ils ont tous envie d'y aller, c'est formidable. Soit on peut se dire c'est une activité qui est identifiée comme ayant un fort potentiel pour évoluer dans les métiers. Donc voilà, on n'a pas tranché, mais on peut que le constater. Et en tout cas, c'est une activité qui a du sens. Et ça, je pense qu'en termes de reconnaissance, c'est aussi important. Et ce qui est difficile, c'est pour les personnels de se projeter justement quand ils sont sur d'autres fonctions, de se dire c'est l'avenir, c'est ce que je peux faire pour évoluer, mais comment j'y vais. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a des compétences transversales aussi entre le catalogage, des critères de compétences qu'on peut utiliser pour d'autres activités. Puis quand on fait de l'accueil, quand on fait de la formation, on a une façon, on a tous les publics, on s'adresse aussi à des enseignants-chercheurs, donc mieux connaître ces publics pour être familier après avec la vie des laboratoires aussi, et puis pouvoir s'adresser à eux. Mais c'est vrai que ça questionne beaucoup, quand on discute avec les collègues dans les BU, se sentir partie prenante ou à côté. Et il y a encore plein de gens qui se sentent à côté, qui font des formations. Alors nous, je rejoins ce que disait Romain, on fait aussi de la sensibilisation en fait, et on fait sur des formats courts à distance, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur un besoin de connaissances et pas forcément d'activités précises. Les seuls stages qu'on a fait en présentiel sur des activités précises, sur notamment travailler dans Halle ou participer au PGD, on a eu très peu de monde en fait en région, parce que les gens se forment autrement aussi dans d'autres circuits. Donc on est encore sur des niveaux de sensibilisation, et on voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de ce niveau-là et qui ont du mal à se projeter sur ces activités-là, qui font encore un peu peur. Je peux peut-être enchaîner sur le regard bibliothèque encore, et puis comme ça Isabelle pourra conclure peut-être sur pendant plus recherche. Moi, quand j'ai commencé à travailler en bibliothèque il y a un peu plus de 10 ans, il y avait des collègues notamment qui travaillaient sur tout ce qui était informatique documentaire ou le début de l'appui à la recherche.
dont je me rappelle chez les cadres, j'entends, qui se plaignaient du fait d'avoir le sentiment que c'était plus difficile d'évoluer en termes notamment de promotion sur ces fonctions-là, parce qu'il y avait une sorte d'opposition entre expertise et accompagnement, et qu'ils étaient sur des sujets sur lesquels il y avait beaucoup d'encadrants et peu de personnes à encadrer. Donc du coup, forcément, un ratio de personnes encadrées par encadrant très faible. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, cette opposition-là, elle est complètement dépassée, ou qu'en tout cas, les fonctions d'expertise sont suffisamment valorisées pour que cette problématique-là se pose moins. Alors, elle se pose moins aussi parce que les volumes d'effectifs sur l'appui à la recherche, notamment, ont évolué à la hausse, mais malgré tout, dans plein de petits établissements, ça reste des effectifs assez faibles. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, moi, ce que je peux voir à mon niveau, soit sur des promotions en tableau d'avancement ou dans les examens professionnels, notamment bibliothécaire hors classe, les fonctions d'expertise sont des fonctions qui sont largement autant valorisées, voire peut-être encore même davantage que certaines fonctions d'encadrement. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de problématique au sein de notre profession par rapport à la reconnaissance. Et après, je pense qu'il y a aussi une maturité plus grande qu'il y a quelques années sur les sujets, qui nous permet aussi d'identifier plus facilement quelles sont les compétences qui sont transposables dans d'autres domaines que les données de recherche, que ce soit formation des usagers, conception d'offres de services, pilotage des activités, voilà, ce genre de choses. Et aussi, je pense, la capacité à travailler avec des acteurs très variés, qui est clairement quelque chose qu'on retrouve sur d'autres sujets comme l'informatique documentaire, les chantiers, les projets de chantiers architecturaux également. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont valorisables par les collègues qui travaillent sur ces sujets-là. Et alors pour revenir peut-être sur deux, trois éléments, parce qu'en fait j'avais pas mal de messages que je voudrais faire passer sur la formation. En fait, parce qu'on a regardé aussi la formation existante, aussi bien initiale que continue. Et en fait, dans la formation initiale, quelque chose d'un peu dramatique, c'est-à-dire qu'on a des formations en IA. Et sur une formation en IA, niveau master, niveau ingénieur, etc., s'il passe une demi-journée à parler de la donnée, de la gestion de la donnée, c'est à peu près tout. Je parle de formations qui vont être sur 2 années. Donc, on voit bien que le sujet est assez mal abordé. C'est une évidence. Il y a de la donnée, mais le fait qu'elle soit fiabilisée et toute l'attention qu'il faut y apporter est assez peu prise en compte et il y a assez peu de formation. Donc en fait, c'est effectivement dans les métiers des bibliothèques qu'on trouve le plus de formation par rapport à cette conscientisation, je dirais, de la donnée. Et pour autant, effectivement, quand on parle d'un métier sur les données, il n'y a pas forcément cette visibilité. Donc c'est tout l'enjeu du rapport et de l'avoir fait de cette façon-là pour qu'il soit aussi accessible et montrable ou démontrable, je dirais, à des gouvernances, comme tu le soulignais, Romain, pour que finalement un directeur de laboratoire, un chef d'établissement puisse prendre en compte de la nécessité effectivement de ces fonctions et que ce soit autant valorisé en fait que la production, je dirais, d'un service pour des usagers ou une production de recherche qu'au travers de la publication. Et comme je disais, c'est un produit à part entière. Et en fait, c'est bien pour ça qu'il y a besoin d'une alliance des métiers pour que ça devienne un produit, pour que ça devienne un commun à tous, ces données, et qu'elles soient réutilisables aussi par tous, parce que c'est aussi ce qui permet de donner de la transparence et de permettre la vérification du résultat de recherche, mais qu'elles soient surtout réutilisables par tous. Et on voit bien, on a des domaines, si je prends effectivement le séquençage du génome, les données d'astronomie ou autres, les chercheurs travaillent sur les données des autres. Ils ont besoin effectivement des données des autres pour conduire leur activité de recherche. Et effectivement, quand on voit aussi tous les sujets sur changement climatique, enfin les grands enjeux de recherche aujourd'hui, changement climatique, épidémie et inégalité, immigration, je dirais que c'est les majeurs. C'est bien une complémentarité et une collaboration scientifique qui est nécessaire, mais à partir de données qui sont collectées un peu partout sur la planète et par des équipes très très différentes et souvent pas par des équipes de recherche à part entière. Et peut-être si j'ai le temps, finir, parce qu'en fait je vous en ai présenté que 6 des fonctions et pas la 7e.
Et la 7e, c'est celle, beaucoup de collègues disent je suis data steward, ou ce qu'on traduit en français comme intendant des données. En fait, intendant des données, c'est lui qui supervise l'ensemble du cycle de vie des données. Donc dans les communautés les plus avancées, évidemment pas au sein du laboratoire, mais dans des grandes infrastructures de données, il y a cette fonction parce que c'est la personne qui va superviser effectivement et qui va coordonner les activités et aller chercher aussi la compétence en exercice en expertise de partenariat, de données sensibles, de sécurité, etc. Et donc il va à ce rôle de coordination globale des autres fonctions dont je parlais, la curation des données, l'ingénierie des données, l'analyse des données, la science des données, puis tout ce qui tourne autour des métadonnées, documentation ou curation des métadonnées. Mais ça reste un métier opérationnel, le métier de data steward, parce qu'il est très ancré sur un projet ou sur une infrastructure, alors que la fonction stratégique qui était aussi évoquée en entrée, qui est celle, en français, c'est ma dénomination, entre autres, administrateur des données, des algorithmes et des codes sources. La France a voulu le traduire comme ça, enfin, administrateur de données. C'est le fameux CDO, le Chief Data Officer, qu'on retrouve dans énormément d'entreprises. Et là, en fait, c'est une gouvernance au sens politique, c'est-à-dire quel cadre on se donne à l'échelle d'un projet, d'une politique nationale, d'une institution, d'un domaine disciplinaire, si on est sur les données de recherche, qu'en fait-on ? C'est-à-dire comment entretient-on ce capital de données et quelles sont les sources effectivement d'innovation, quels sont les risques associés à ce capital de données, est-ce qu'on l'ouvre, est-ce qu'on le partage, est-ce qu'on le ferme complètement, etc. Et donc voilà toute la panoplie, là je dirais, des fonctions ou des métiers qui peuvent exister. Et si j'ai encore 2 minutes, parce qu'en fait Romain a parlé des ateliers de la donnée, ça a déjà été évoqué ce matin, je ne suis pas sûre que tout le monde sache de quoi on parle quand on parle des ateliers de la donnée. Donc les ateliers de la donnée, c'est des ateliers de la donnée sur les données de recherche qui s'installent progressivement sur tous les sites géographiques. Donc là aussi, c'est une alliance de compétences, mais une alliance d'établissement aussi. C'est-à-dire ce que l'on a souhaité au travers d'une infrastructure de recherche qui s'appelle Recherche DataGouv. Il y a certes un entrepôt pour déposer les données, mais c'était surtout l'idée que partout sur le territoire, une équipe de recherche ne soit pas seule face à ces données, mais qu'elle puisse être accompagnée. Donc typiquement, il y a un atelier de la donnée sur Lyon, dans lequel les cibles se mobilisent aux côtés de l'ENS, de l'université Lyon 2, il y a même l'université de Saint-Étienne, etc., etc. Je vais un peu en oublier quelques-uns. Et comme le disait Romain, pour l'exemple de Normandie, on a aujourd'hui à peu près 400 collègues qui sont mobilisés en fait dans les ateliers de la donnée partout sur le territoire et de métiers très très différents et d'origines très différentes. Et on a des ateliers de la donnée dont la responsabilité est confiée. L'animation, ça va être plutôt un profil bibliothèque. Dans d'autres cas de figure, on va avoir l'animateur de l'atelier, le responsable de l'atelier qui va être un chercheur. On a des cas de figure où ça va être beaucoup plus centré sur un mésocentre, comme par exemple l'exemple de la cellule GRICAD qui était montré ce matin. Puis on a d'autres cas de figure où ce sont la direction de la recherche au niveau d'une université. Donc en fait, voilà, ça montre bien que c'est une alliance, comme je disais, de plein de métiers différents. Et surtout, c'est comment tout le monde peut passer à l'échelle et s'auto-former, tirer parti des pratiques des uns et des autres. Parce que comme je disais, malheureusement, on n'a pas de formation initiale ou continue parfaite sur cette question, et je pense qu'on n'en aura jamais parce qu'en fait c'est une évolution permanente liée aussi aux standards associés aux données. Merci beaucoup à toutes et tous. Peut-être juste un mot de conclusion à vous avoir écouté là pendant le temps de la table ronde. Derrière l'alliance des métiers, il y a aussi la mise en commun des compétences, la mise en commun des expertises, avec un objectif commun au travers de l'ouverture des données, c'est celui aussi de prendre soin des données pour pouvoir les préserver, les réutiliser et qu'elles puissent être aussi gage de conformité, enfin pas de conformité, mais de contrôle de réutilisation dans le cadre de la science, et puis pour démontrer et vérifier l'exercice de la science. Donc merci à vous tous. Merci beaucoup.
Bien, la parole est à la salle. Si vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues. Oui. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur les métadonnées et leur diversité. Et bon, on voit dans l'entreprise, par exemple, je vais faire une analogie, des métadonnées, des outils tels que Data Galaxy, qui est le catalogue des données avec tous les types de métadonnées qui tournent autour de la donnée. Donc je voudrais savoir, autour des données de la recherche, est-ce que vous envisagez un outil qui consigne les métadonnées scientifiques et les métadonnées documentaires, qui ne sont pas tout à fait du même... Et puis il y en a d'autres, moi, je pense. Quel outil vous allez envisager pour avoir une vision à 360 de la donnée ? Aucun outil, parce qu'en fait c'est par discipline. Aujourd'hui, effectivement, on a dans le domaine des données astronomiques, ils ont défini leurs standards, leur vocabulaire contrôlé, leurs standards, et on est beaucoup plus aujourd'hui en train de rechercher l'interopérabilité entre certains domaines disciplinaires pour que les données puissent être associées les unes aux autres. Par exemple, quand on travaille sur des sujets qui vont être des sujets de santé en lien avec les conditions environnementales et l'alimentation, donc on va avoir 3 piliers. Donc comment on peut avoir des données, enfin les faire parler les unes avec les autres pour ouvrir de nouveaux champs de recherche ou répondre à un certain nombre de questions de recherche. Autant sur les données, parce que là j'ai parlé de données de recherche, mais évidemment au niveau enseignement supérieur et recherche, les données sont multiples. Il y a aussi les données de gestion, RH, financière, scolarité, etc., etc. Et là, on va avoir ce type d'outils. C'est-à-dire, on a, Nicolas Morin ce matin, évoqué le fameux référentiel des structures de recherche qui va s'appuyer sur un master data management, un outil de master data management, où on aura tout, et les établissements sont déjà équipés pour finalement tout ce qui est données de référence, RH, financière, partenariat, etc. Ces métadonnées peuvent irriguer plein d'autres briques des systèmes d'information. Donc là, on les a, ça permet effectivement de dédoublonner des données. Enfin, et donc là, on a bien un rassemblement, je dirais, des métadonnées à un moment donné et des données en tant que telles. Donc les données qui sont dans ce Master Data Management et qui sont après dans les silos métiers et qui vont être regroupées dans des outils permettant de faire de la data visualisation, de l'analyse, de la production d'indicateurs. Donc ça, sur ce pan-là, quelque chose qu'on traite par ailleurs. Là aussi, il y a besoin de gouvernance de données. Et donc, en mobilisant ce que vous disiez tout à l'heure, des spécialistes de la RH, des spécialistes de la finance. Mais sur les données de recherche, c'est complètement une autre approche parce qu'en fait, selon les communautés, ils n'analysent pas, enfin, ils font de l'analyse statistique. Dans d'autres cas de figure, ça va être de la prédiction. Donc, en fait, ça va être autant le code logiciel et le code algorithmique qui vont devoir être associés à des données qui seront juste des entrants et des sortants. Mais on ne sera pas dans une analyse de données classique comme avec la statistique. Donc en fait, il n'y a pas de métier unique et on ne regroupe pas, il n'y a pas d'outil unique et on ne regroupe pas tout dans un même ensemble. Il y a une traçabilité. On a une traçabilité évidemment de la donnée, mais elle n'est pas liée à un outil en tant que tel. Parce que Nicolas, quand il en parlait de la traçabilité de la donnée, il en parlait par rapport aux standards, c'est-à-dire par rapport aux identifiants uniques et aussi cette association avec les identifiants uniques. Et on est quand même sur des données beaucoup plus de bibliothèque, on n'est pas sur des données de recherche. Données de recherche, vous voyez, quand c'est un chiffre, quand ça peut être un objet archéologique, ça peut être une image qui va être de l'imagerie 3D médicale ou une œuvre d'art. Enfin, vous voyez, on a des choses très très différentes et c'est en ce sens où on a chacun effectivement a aussi ses standards de traçabilité qui sont définis. Mais on n'a pas d'outil, enfin, il n'y a pas un outil miracle et homogène pour tous. Et pour compléter, il y a dans un certain nombre de cas, en fait, notamment les métadonnées scientifiques, elles sont embarquées directement avec la donnée. Je pense en particulier dès lors que les données sont captées par des instruments style microscope, ce genre de choses. En fait, le scientifique, lui, il rentre à peu près aucune métadonnée directement parce qu'en réalité, les métadonnées sont avec l'image et de toute façon, la donnée en elle-même est ininterprétable indépendamment des métadonnées qui l'accompagnent.
Oui, vous avez indiqué que l'essentiel des formations aux données de recherche était effectué dans les établissements, les CD, les bibliothèques. Alors, moi, je suis impliqué dans un projet ANR avec Florence Thio, qui est d'ailleurs là-bas devant moi, dans les travaux préalables de ce projet de recherche ANR qui porte sur la formation des jeunes chercheurs à la science ouverte en général, mais les données de recherche en font évidemment partie. On a plutôt eu l'impression que c'était dans les écoles doctorales que les actions de formation étaient le plus massivement menées. Est-ce que vous auriez des sources qui nous permettraient, ça nous intéresse évidemment de pouvoir collecter le maximum d'informations à ce sujet, est-ce que vous auriez des sources qui nous permettraient de retrouver ces actions de formation dans les bibliothèques ? Je ne sais pas, lequel de nous du coup a indiqué que la majorité des formations étaient données par les SCD ? Alors, c'était Madame Blanc, je pense. Non, c'est sûr que c'est pas moi. Je pense qu'il y a une. Justement, non, je disais qu'il n'y avait pas de formation. Enfin, les SCD, enfin, ce que je disais, c'est que les collègues qui sont effectivement dans les bibliothèques font de la sensibilisation aux chercheurs, c'est-à-dire de l'accompagnement au plan de gestion des données et de la sensibilisation. Mais la formation en tant que telle, elle est souvent sur le terrain. Enfin, quand on parle vraiment de formation. Parce qu'autrement, et même dans les écoles doctorales, ça va être de la sensibilisation à savoir mettre quel standard ou quel identifiant pérenne utiliser, l'importance effectivement de prendre soin de la donnée, mais ça va pas être une formation sur le comment faire. Très pratico-pratique, et en fait ça va être plutôt effectivement les communautés de pratique qui se développent par domaine disciplinaire à proprement parler. Et après dans les écoles doctorales, mais il y a eu une étude, je ne sais pas si elle est complète par rapport à ça. Effectivement, dans les écoles doctorales, il y a quasiment systématiquement un module sciences ouvertes. Mais selon effectivement les écoles doctorales, dans certains cas de figure, ça va être la sensibilisation au fait que la thèse soit déposée, qu'il y ait des métadonnées ouvertes sur la thèse. Ça peut être accompagner le dépôt d'OAL. Dans certains cas de figure, il va y avoir la sensibilisation justement à se doter d'un identifiant ouvert comme ORCID. Dans d'autres cas de figure, il va y avoir la sensibilisation sur le plan de gestion des données. Il y a des universités effectivement qui accompagnent les jeunes doctorants dès le démarrage effectivement de leur thèse pour qu'ils aient un plan de gestion des données qu'ils revoient tous les 6 mois sur tout le cycle de vie de leur thèse. Donc en fait, il n'y a rien de générique non plus par rapport à ça. Ça dépend des compétences en local et de la volonté des écoles doctorales. Et si je peux me permettre de compléter, mais je pense que vous le savez, après l'école doctorale, c'est avant tout un cadre, c'est-à-dire ça propose un catalogue. Ça ne veut pas dire, c'est pas un acteur en tant que tel, c'est-à-dire qu'après, moi quand je travaillais notamment au SCD de Lille, on avait monté par exemple une formation pour l'école doctorale biologie santé. Et du coup, c'était pour le coup des agents du SCD, là en l'occurrence avec aussi un collègue chercheur en biologie qui intervenait au sein de l'école doctorale au même titre que dans un programme de collège des écoles doctorales. On peut très bien trouver comme intervenants soit des collègues en urfiste, en SCD ou dans des laboratoires. Mais bon, c'est pas, je pense que c'est plus un cadre qu'un acteur en tant que tel, l'école doctorale, me semble-t-il. Et c'est plus, je dirais, que prendre soin de la donnée, parce qu'avant tout, c'est pas la finalité, c'est pas la science ouverte. Ouvrir ces données, c'est devoir les ouvrir ou les partager, c'est un prétexte pour bien gérer ces données et le plus amont possible, parce que le premier bénéficiaire de données bien gérées, c'est celui qui les gère, et elles sont pour lui-même ou pour son laboratoire, parce que chacun va pouvoir les retrouver. Donc c'est plus un profond changement de pratique, et donc c'est comment installer effectivement petit à petit, et les écoles doctorales sont le bon endroit, ce changement de pratique pour que les données soient rendues réutilisables et donc bien décrites dès le moment de leur production, plutôt que de le faire beaucoup plus en aval, où il va devenir beaucoup plus difficile de redécrire des données qui ont été produites, de les décrire loin de leur point d'origine de production, quand l'éditeur va la demander en complément de la publication pour vérifier la validité des résultats. Et souvent, ça c'est compliqué. Donc c'est ce changement de pratique, et après c'est une sensibilisation
à apprendre à comment fériser des données, enfin quels sont les axes, je dirais, ou les activités clés à conduire pour que les données deviennent faire. Mais après, c'est par domaine scientifique qu'il faut trouver effectivement le bon standard, etc., etc. Et c'est par les communautés scientifiques en fait que la formation se fait. Et c'est pour ça que majoritairement, on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'auto-formation. On a pu identifier que c'était avant tout de l'auto-formation, par auto-formation en fait que les collègues se formaient à la gestion qu'on appelle responsable des données, puisqu'en fait elles sont réutilisables et donc il y a ce cercle vertueux de ne pas recréer des données. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour cette table ronde.